Bonjour, on se retrouve donc pour la correction des exercices sur les capteurs. Donc je vais refaire tous les exercices pour que vous puissiez corriger déjà ce que vous n'aviez pas dans votre partie TD et puis également on va dire préparer les devoirs s'il y avait des devoirs en cours la semaine prochaine. Donc les trois premiers exercices vont nous permettre de déterminer quel capteur, tout ou rien, donc des détecteurs placés dans un système pour résoudre certains problèmes. Le premier, on voit donc que l'on se trouve dans un endroit où ici on veut détecter le passage de personnes, l'exemple du métro ou d'une entrée d'une salle, d'un endroit à protéger, et on vous dit que ce type de capteur doit permettre la détection d'une personne qui passe donc dans ce couloir ici. Là, on voudrait détecter les personnes qui sont en train de passer. Donc, à votre disposition, vous avez dans le cours quelque part un organigramme vous permettant de faire un choix. Donc ce capteur, on vous pose d'abord une première question. Est-ce que l'objet est solide? Eh bien oui, l'objet est donc solide. Donc nous allons descendre tout droit. Est-ce que le contact est possible avec l'objet? Ça serait préférable que non, hein. On ne va pas toucher la jambe de la personne qui est en train de passer, donc on va dériver forcément sur ce côté-ci. Une fois qu'on a fait ça, l'objet est-il métallique? Eh bien non, il n'est point métallique cet objet. Et donc la question qui arrive ensuite, est-ce que la distance de détection est supérieure à 15 mm, à 1,5 cm? Bien oui. Donc deux possibilités, soit ce capteur qui se trouve ici, soit ce capteur qui se trouve ici. Alors celui à détection photoélectrique ou celui à détection ultrasonore. Le mieux, pour moi, c'est celui donc qui sera le plus adapté, c'est celui qui est photoélectrique, hein, un rayon lumineux qui va être coupé par la jambe des personnes qui passent, par les jambes, et qui va donc nous permettre de détecter les personnes. L'ultrason, c'est un peu plus ambigu puisqu'il renvoie des ultrasons, les retours pourraient, s'il y a des rebonds, s'il y a des choses comme ça, ça pourrait être mal interprété. Donc le mieux c'est quand même le capteur photoélectrique. Donc la réponse au premier exercice qui se trouve là, donc ça va être le capteur pour le premier exercice, un détecteur photoélectrique. Deuxième exercice, eh bien c'est un tapis roulant sur lequel vont passer des pièces métalliques et la distance maximum entre le capteur et les pièces peuvent être de 3 cm. La distance donc maximum. Donc cette fois-ci, on va donc rejoindre bien sûr l'algorithme qu'on avait tout à l'heure, fourni par Monsieur Télémécanique. On vous dit est-ce que l'objet est solide? Bien sûr que oui, donc on est toujours en passé. L'objet, le contact est-il possible? Ah non, on vient de ce côté-ci. L'objet est métallique? Oui, donc on est en train de descendre tout droit cette fois-ci. La distance objet détecteur est-elle inférieure à 60 mm, donc à 6 cm? Oui, bien sûr. L'espace de montage est-il important? Oui, on pourrait le penser. Donc le capteur qui va résoudre ce problème est un capteur dit de proximité inductif. Donc pour détecter donc, le passage de ces pièces métalliques sur le tapis roulant ici, donc les pièces métalliques passent sur le tapis roulant, on mettra un détecteur inductif. Donc on a dit un détecteur inductif, donc qui utilise le champ magnétique pour détecter le passage des objets métalliques. Troisième exercice, cette fois-ci c'est une machine d'usinage, un petit Charlie robot, qui est protégé par un capot ici, une mèche qui tourne ici avec des fraises. Donc l'important c'est d'éviter que la mèche continue à tourner si l'on ouvre le capot pour protéger l'utilisateur. Alors l'algorithme, lui, si on le reprend, nous dit est-ce que le contact est possible? Bien sûr que le contact est possible. Est-ce qu'il est solide? Le contact est bien possible. Est-ce que la masse du capot est supérieure à 500 grammes? Bien sûr qu'elle est supérieure, c'est beaucoup plus lourd. Est-ce que la vitesse de passage de l'objet est inférieure à 1,5 m par seconde? Est-ce que la vitesse de déplacement du capot est inférieure? Oui, on va pas très vite pour fermer notre capot.
est-ce que la fréquence de passage de l'objet est inférieure à 1 Hz? Est-ce qu'on ouvre le capot plus d'une fois par seconde? Je vous rappelle, les Hertz, hein, c'est la fréquence, c'est le nombre d'impulsions par seconde. Et donc là, ça serait plutôt des ouvertures de capot. Eh bien, est-ce que la fréquence est inférieure? Bien sûr. Donc, le détecteur le plus adéquat serait donc un détecteur de position électromécanique, donc un simple fin de course, on appelle ça fin de course également, c'est donc un interrupteur électrique poussé donc par le capot qui va venir appuyer dessus. Donc on a dit un détecteur électromécanique serait le bienvenu pour protéger l'utilisateur. Donc ça, c'était 3 petits exercices. Donc, utilisation d'un algorithme de Monsieur Télémécanique pour déterminer le type de capteur-détecteur que l'on aurait besoin au sein d'un système. L'exercice 4, lui, est un exercice qui est, on va dire, plus calculatoire. Cette fois-ci, on vous explique que au niveau d'un train, on a une centrale d'acquisition de vitesse qui s'appelle un SAA. Et l'objectif est de vérifier que l'efficacité de ce système de surveillance de vitesse est correcte. On vous dit que la centrale tachymétrique, donc qui est ici, là, qui permet donc d'enregistrer de mesurer la vitesse, est un des éléments essentiels donc de ce système d'action qui s'appelle le système SAA sur les trains. Elle a pour fonction donc d'acquérir, de traiter, d'enregistrer et de communiquer les données importantes du trafic telles que la vitesse et la position de la rame de train. Si on regarde le petit schéma, on voit bien qu'à l'entrée, on aura donc 2 capteurs incrémentaux, un sur la roue 1, un sur la roue 2. Ce système d'acquisition, un système qui va permettre de commander l'aiguille, c'est-à-dire on va envoyer des informations qui vont commander l'aiguille de l'indicateur de vitesse pour que le conducteur du train soit informé. Et puis un système de retour qui va venir donner un retour sur la position de l'aiguille pour vérifier bien sûr que le système marche correctement. On vous dit que cette centrale récupère, donc calcule la vitesse du train à partir des signaux provenant d'un codeur incrémental. Je vous rappelle, un codeur incrémental est un codeur qui génère, lui, cette fois-ci, des signaux de type carré comme on les voit ici. Et que ce codeur incrémental envoie un certain nombre d'impulsions par, on va dire, par tour. C'est-à-dire que comme il est relié directement à la roue, il envoie, on définit sa résolution de ce capteur, c'est-à-dire qu'il envoie 360 impulsions par tour de roue. J'ai un peu, on va dire, il faudrait que j'efface un peu ça. Alors ici c'était 360 qu'on le voit encore, impulsions par tour. Il est connecté donc à une roue qui aurait un diamètre L de 796 mm. Dans le cahier des charges, il est dit que la vitesse, sur cette vitesse, on impose donc une erreur au maximum de 5% de l'acquisition. C'est-à-dire que au niveau de cette mesure, on ne veut pas que l'erreur transmise au conducteur par l'intermédiaire du système de mesure ne dépasse pas 5%, pour qu'il soit informé de la vitesse correcte du train. Afin de vérifier l'exactitude du système qui nous est présenté, on se propose de faire l'étude du système dont on a fait les relevés quand le train se déplaçait à 24 km/h. Et on a donc ici le chronogramme, bien sûr, du système issu d'un des capteurs incrémentaux. Et on vous demande donc à la base de déterminer en pourcentage l'erreur d'acquisition de la vitesse et valider le choix des codeurs. Alors ce qu'on sait, c'est que le codeur a une période qui est ici, qui dépend donc de la vitesse de déplacement. Plus la vitesse va être importante et plus cette période t que je mets ici va être petite, plus la vitesse sera lente et plus la période va augmenter, puisqu'on sait qu'il donne 360 impulsions par tour de roue et que donc cette période dépend donc de la vitesse. Donc nous on va essayer de déterminer d'après les impulsions qui nous sont données là. La période t, on sait déjà, on peut relever cette période t. La période t, elle vaut 1 milliseconde. On le voit bien. Donc elle était là, je viens de la tracer. Elle se répète à chaque fois. Donc c'est un signal périodique. On sait que pour faire un tour va nous donner 360 fois 1 milliseconde. Donc on aura 360 millisecondes.
millisecondes, soit 0,36 secondes. Quel est le déplacement pendant ces 0,36 secondes? Eh ben, on aura fait un tour de roue. Connaissant son diamètre, on peut donc calculer le déplacement du train qui lui correspond bien au périmètre de la roue. Donc le périmètre de la roue, je vous rappelle, c'est 2pi, alors pi fois 2 fois r, qui est égal à pi d, pi fois le diamètre, puisque, excusez-moi, le diamètre, puisque deux rayons font un diamètre. Donc le périmètre, lui, va être égal à 0,796. Donc ça, c'est le diamètre en mètres, fois pi. Et on obtient donc par les calculs, si on fait les calculs, donc le produit de cette dimension de périmètre de roue, multiplié par, alors je suis en train de vous faire le calcul, donc on a dit que ça faisait 0,796 fois le nombre pi, et ça nous donne 2,5 mètres. Donc ça veut dire qu'on a 2,5 mètres de parcouru pour en 0,36 secondes. Quelle est la vitesse de déplacement? Je vous rappelle de l'autre côté que la formule de la vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps. Donc si je reprends ma distance qui fait 2,5 mètres, que je la divise par le 0,36 que nous avions avant, j'obtiendrai une vitesse en mètres par seconde. Donc je divise ça par 0,36 et j'obtiens 6,94 mètres par seconde. Si je veux l'obtenir en km/h, je veux le passer en km/h, je multiplie par 3600 pour l'avoir en heures et je le divise par 1000 pour l'avoir en kilomètres, donc ça équivaut à multiplier par 3,6 et je multiplie tout ça par 3,6, j'obtiens donc 25 km par heure. On nous dit déterminer le pourcentage de l'écart. Donc je me dis que pour déterminer le pourcentage d'écart, il est simple. La vitesse réelle mesurée est de 25. Mon indicateur me donne 25. En réalité, la vitesse affichée, donc ça c'est la vitesse réelle. Vitesse affichée 24. Donc si je regarde vitesse, donc si je fais la différence des deux, donc je fais 25 moins 24 que je divise par la valeur de la vitesse réelle, donc j'obtiens 1/25e. Et 1/25e, ça nous donne, donc si on fait 1/25e, ça nous donne donc 4%. Ça nous donne 0,04, donc 4%. Le système doit, on nous l'a dit, ne pas, l'erreur doit être inférieure à 5%. Donc on peut dire, ok, validé, pas de problème, le système est valide. Donc ça, c'était réponse à cette question. Donc je vous rappelle ce qu'on a fait. On a regardé la période du capteur. On a multiplié cette période par le nombre d'impulsions qui s'appelle la résolution du capteur pour obtenir le temps pour faire un tour. Connaissant le diamètre, on en a calculé le périmètre qui correspond au déployé de la roue, donc à la distance parcourue pour un tour. On a utilisé la formule de la vitesse égale la distance sur le temps. On a retrouvé une vitesse en mètres par seconde. On l'a multiplié par 3,6 pour l'avoir en km/h. Et puis on a obtenu par calcul le pourcentage d'erreur sur la vitesse. Par la suite, on vous explique que on a mis un affichage et que l'on a quelque chose qui nous parle du retour d'information. Donc le retour d'information, tout simplement, c'est que sur ce système-là, on a envoyé à l'aiguille la commande de déplacement pour indiquer, par exemple, elle va indiquer 24 km/h quand on roule à 25, et on récupère une information de ce système pour vérifier que la position de l'aiguille est correcte. Donc que l'aiguille s'est bien déplacée correctement par rapport à ce qu'on lui demande d'afficher. Alors tout ça pourquoi? Eh bien simplement on est dans un train, je vous rappelle, et ce qui est primordial dans un train, c'est la sécurité. Donc si le conducteur n'a pas la bonne information sur son aiguille qui est ici, on risque d'avoir un problème. Donc on vérifie que ce qu'on indique au conducteur est bien correct. Et voici pour l'exercice que nous avions à traiter,
qui est terminé. Un exercice suivant qui lui est tiré aussi d'un petit sujet de bac. On vous explique que l'OMS dit que les bien-être du sport sont importants et que on a un dispositif. Là, on vous présente un petit dispositif à travers des diagrammes 6ML, donc un diagramme de mission et puis un diagramme de cas d'utilisation que vous connaissez bien. Et on vous explique qu'à l'intérieur de ce dispositif, on va donc c'est un rameur, ce dispositif de mesure, donc il est bien nommé là, hein, rameur, et on vous explique que grossièrement les gens qui vont se mettre sur le rameur règlent bien sûr un effort à fournir, résistant, et puis vont tirer sur une corde avec deux poignées pour s'entraîner donc à la musculation des bras, à la musculation du haut du corps. L'important c'est d'aller mesurer bien sûr l'effort qui est fourni à travers un capteur qui va se placer donc ici là hein, dans la partie du moyeu où on tire ici là, on veut déterminer bien sûr un effort. Alors tout ça en vous expliquant que la plage d'utilisation, alors on vous dit que afin d'améliorer la précision du réglage de l'effort résistant que l'on veut régler donc sur le rameur, du frein magnétique, on a un frein magnétique, hein, donc on freine un frein et l'utilisateur tire sur ses poignets et c'est ce frein qui retient la corde. Plus on va demander de frein magnétique et plus l'effort sera dur à fournir par le sportif. Le cerveau moteur et le codeur incrémental, on vous dit, sont remplacés par un motoréducteur associé à un capteur analogique. On vous dit qu'il y a une modification sur le système. Au départ, c'était un servomoteur avec un codeur incrémental qui lui est remplacé par donc un motoréducteur, donc un moteur avec un réducteur associé à un capteur analogique qui donne une information. On vous dit que la plage d'utilisation de ce capteur, elle est comprise entre 0 et 5 volts. Il est monté directement sur le treuil, donc c'est la partie où le câble est enroulé, le treuil, hein, c'est le mandrin sur lequel le câble est enroulé. Et on peut mesurer un angle allant, quand on tire sur la corde, allant de 0, donc ce treuil va tourner entre 0 et 240 degrés. Le signal est ensuite numérisé par un convertisseur analogique numérique 10 bits. Donc c'est le dispositif qui se trouve ici, là. C'est-à-dire que là, on a un angle. Par le fait de tirer sur la corde, le sportif fait tourner le mandrin. On acquérit l'angle fait par le treuil, donc l'angle fait sur le tour du mandrin. Ça donne une information analogique, hein, je vous rappelle, une information analogique, c'est une information qui peut prendre, je suis en train d'en dessiner une, qui prend une infinité de valeurs. Elle rentre donc dans un convertisseur analogique numérique qui transforme donc cette grandeur analogique en un nombre binaire, donc ici c'est du binaire hein, qui sort, hein, sur 10 bits. C'est-à-dire que si ici on place 0, volts, ici on aura 10 bits à 0, donc 10 bits qui vont être à 0. Par contre, si on place 5 volts ici, à l'entrée, on aura tous les bits à 1, donc on aura 10 bits à 1. Et puis après, les nombres compris entre 0 et 5 volts, il suffit de faire un ratio ou une règle de 3 pour trouver le nombre binaire correspondant. On vous explique ensuite que voilà, on vous donne donc un tableau relatif aux grandeurs acquises par le système. Et on vous dit, indiquer si le capteur a utilisé l'intégralité de sa capacité de mesure, donner la résolution de mesure en degrés, en déduire la numération du signal. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que qu'est-ce que a fait notre capteur? Les données qui nous étaient données, c'est que mesure des angles allant de 0 à 240 degrés et celui-ci va de 0 à 5 volts. Donc on voit bien que la tension elle vaut 0 pour un angle 0, qu'elle vaut 5 volts pour 230 degrés, que le nombre binaire tout à l'heure je vous ai dit il valait donc 0 pour la partie 0, donc on pourrait donc trouver pour la partie 5 volts le nombre binaire maximum. Si on est sur 10 bits, on sait que ça va être 2 puissance 10, et 2 puissance 10 donne 1023 le maximum que l'on peut faire. Donc le nombre maximum serait de 1023, ça on le sait. Ensuite, on est capable de faire un prorata de toute la partie, et on vous pose la question, indiquer si le capteur est utilisé sur l'intégralité de sa capacité de mesure. Alors là, est-ce que le capteur, lui, on va l'utiliser sur la capacité de mesure totale? Alors dans ce qu'on a lu au-dessus,
je ne suis pas sûr que, je pense que la capacité totale du capteur, hein, pour moi, on pourrait normalement, sur ce capteur d'angle, mesurer un angle à 360 degrés. Et ce qui n'est pas le cas, en fait. On s'arrête à 240 degrés. On vous dit, regardez déjà, le level, on ne va pas aller jusqu'au bout. On s'arrête même avant, il n'est pas donné, à 200, on s'arrête à 184 degrés, en fait. Et donc, ce capteur ne permet pas, on ne l'utilise pas. Indiquer que ce capteur est utilisé sur l'intégralité. Eh bien non, puisque regardez, le 240 n'est pas utilisé. Donner la résolution de mesure. Alors là, il va falloir essayer de calculer maintenant les autres points. Alors la résolution de mesure, on pourrait la trouver, sachant que, on va avoir 240. Si on avait pris 240 degrés, 1023 valeurs, la résolution, ça serait donc résolution, hein, ça serait 240 degrés divisé par 1023 valeurs. Donc si on calcule cette valeur, on doit trouver la valeur en angle, la plus petite valeur en angle. Donc on a dit 240, qui était l'angle maximum qu'on aurait pu obtenir, divisé par 1023, qui est le nombre maximum en sortie. Donc là, la résolution est de 0,23 degrés. C'est-à-dire pour 1, on aura 0,23 degrés. Donc il est simple ensuite de se dire que si pour 1, on a 0,23, on peut tout de suite avec ceci calculer les nombres qui sont dans cette colonne. Puisque à chaque fois qu'on a 0,23, on a 1. Donc combien de fois y a-t-il 0,23 dans 12? Donc on fait 12 divisé par 0,23. Si vous faites 12 divisé par 0,23, on obtient donc le nombre ici 52. Donc le nombre décimal correspondant est de 52. Même question pour, j'ai oublié le 3 ici, pour la valeur qui est là. Donc ça veut dire que je fais 184 divisé par 0,23 et j'obtiens 800. Donc le nombre décimal correspondant est 800. On pourrait le transformer en binaire si on voulait. On n'a plus qu'à trouver les tensions correspondantes, sachant que pour 240, on a 5 volts. Combien on a ici? Donc on fait un simple produit en croix. Donc il va nous falloir faire, pour obtenir ceci, on va donc faire 5 fois 240 sur 184. Donc j'appelle produit en croix ou règle ou un ratio. Donc c'est 240 divisé par 184 égale fois 5. On obtient, non c'est pas 240. J'ai dû me tromper, c'est attendez, ce que je cherche, si je fais ça fois ça égale, si je fais ceci fois ceci égale, ceci fois, non, ceci fois ceci égale, ceci fois ceci, je suis parti à l'envers, c'est donc, moi j'ai dit ceci fois ceci, donc c'est 184, je me suis trompé, donc c'est 184, je l'ai fait à l'envers, ça arrive, 184 divisé par 240 fois 5, égale 3,8. Ici 3,8 volts. On fait exactement la même chose qu'ici. Hein. Donc on va faire 12 divisé par 240 fois 5 hein, pour obtenir le résultat ici. 12 fois 240 divisé par 12. Je me trompe. 12 fois 5 divisé par 240. Donc 12 divisé par 240 et le tout multiplié par 5. Et on trouve ici 0,25 volts. Et là, on a donc rempli le tableau correspondant qui nous était demandé. On a bien donné la résolution en degrés indiquée par la numération du signal. Donner les tensions issues du capteur au level 1, au level 16, c'est ce qu'on vient de faire. On a résolu toutes les questions d'un coup. Exprimer la relation liant la position angulaire alpha du treuil et les valeurs numériques image de l'angle. Exprimer en décimale. Bon, on l'a donné, hein. On a dit simplement que... alors on a dit exprimer la relation liant la position, donc l'angle alpha, lui, il est égal à... alors, 1, et les valeurs numériques. Donc l'alpha, c'est 0,23 fois n. On l'a bien dit tout à l'heure, hein, alpha, c'est bien 0,23 fois n qui était la résolution ici, ça c'est R, qui nous permet d'obtenir cette case ici. Est-ce que nous avons encore... Non, plus de questions sur cette partie montage, on n'a plus de questions du tout.
Donc un nouvel exercice que d'ailleurs je viens de remarquer que je m'étais trompé dans la numérotation de mes exercices. J'ai plusieurs exercices avec le numéro 5, un deuxième exercice numéro 5. Donc expliquer en quelques lignes ce qu'est une thermistance, hein. Je vais simplement vous le rappeler de façon orale. Donc une thermistance, c'est un composant électronique permettant de mesurer la température et dont la valeur de la résistance se modifie en fonction de la température. Donc c'est la valeur résistive du composant qui se modifie en fonction de la température. On peut en rencontrer deux types. Un qui s'appelle CTN. Le CTN veut dire coefficient de température négatif, c'est-à-dire que la valeur de la résistance diminue avec une augmentation de température. On peut trouver sa petite sœur ou sa cousine, la CTP, qui elle, cette fois-ci, a un coefficient de température positif, température augmentant, résistance augmentant avec la température. À quoi sert le code des couleurs sur la thermistance? Ce code des couleurs donne la valeur de la thermistance à 25 degrés. C'est-à-dire que si on lit le code des couleurs, qu'on utilise le code des couleurs qui est ici, on a marron, noir, orange. Si je cherche dans le code des couleurs à quoi ça correspond, eh ben, ça correspond à une valeur de 10 kilo ohms en fait. Parce que le marron vaut 1, le noir vaut 0 et le orange vaut 10 puissance 3. Donc ça fait 1, 0 fois 10 puissance 3 ohms à 25 degrés Celsius. Si on regarde sur la caractéristique qui est en dessous, c'est bien ce qu'on obtient. À 25 degrés Celsius, on a une résistance de 10 kΩ. On vous disait à quoi correspond le code des couleurs, donc à sa valeur. En supposant que la température est de 25 degrés, donc on se trouve à 10 kΩ, et que celle de VCC, la valeur de VCC égale 5 volts, que vaut la tension V qui se trouve ici. Donc on a appliqué ici plus 5 volts pour VCC, une résistance R qui vaut 1 kΩ, et celle-ci, RCTN, qui elle vaut 10 kΩ. Et on veut donc déterminer la tension V. La tension V est obtenue directement par la loi du pont diviseur, quand on a une seule maille. Cette loi de pont diviseur va nous permettre de régler, d'écrire directement. Je vais peut-être l'écrire ici si vous voulez. Ah non, je suis en mode bouger. Est-ce que je peux écrire? Je pense que je peux écrire que la tension V, c'est la tension alimentant le circuit, donc plus 5 volts, multiplié par la résistance aux bornes duquel je veux la tension V, donc c'est RCTN, sur la somme des résistances du montage qui vaut R plus RCTN. Et on obtient donc 5 multiplié par 10 kΩ sur 10 kΩ. Donc je peux rester en kilos parce que j'ai des kilos partout, hein. J'ai bien un kilo ici, donc je reste en kilos partout sur 1 et on a 5 sur 50 sur 11. Donc qui nous donne, si on fait 50 divisé par 11, on va trouver quelque chose tout près de 4,5 volts, me semble-t-il, hein, si on le fait. Donc on fait 50 divisé par 11, on obtient 4,54 volts. Voilà. Tracer V en fonction de la température en faisant apparaître tous les points sur la caractéristique. Donc si on voulait tracer V en fonction de la température, il va falloir calculer pour tous les points qui se trouvent à chaque fois ici. Donc prendre la valeur de la température correspondante. À 0, on a, on va dire, 35 kΩ ici, 35 kΩ. Ici, on va avoir 20 kΩ. Ici, on va avoir, on va dire, 12 kΩ. Ce point-là, déjà calculé. Celui-ci, on va avoir 8 kΩ. Ici, on va avoir 5 kg. Ici, on va avoir 4 kg, 3 kg, 2 kg, 1 kg. On va dire 500 ohms, 300 ohms. On calcule à chaque fois la valeur correspondante de la tension V. Et on remet les points de température. Donc ça veut dire que si on graduait sur cet axe-là, par exemple, entre ici on aurait 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, qu'on choisit une autre couleur pour pas les perturber. J'ai peut-être une couleur, tiens, je vais me remettre de cette couleur-là. Et bien pour le point qui était ici, j'aurai 4,5 volts. Donc 4,5 volts, j'aurai un point ici.
Ensuite, si je calcule pour celle qui était ici, j'aurais qu'à mettre dans le calcul, donc le point du calcul là, et bien lui, je ferai 5 fois la résistance de 33 sur 1 plus 33. Donc la valeur de la tension là serait 5 fois 33 sur 34, si vous êtes bien d'accord. 5 fois 33 égale, divisé par 34, on obtient... Ah, j'ai dû faire une erreur. J'ai dû faire une erreur dans mon calcul. 5 multiplié par 33 égale, divisé par 34, ça fait 4,85. 4,85, donc pour le point qui se trouve là, j'aurai 4,85, je serai à peu près là. Le point 20 kg ici, donc je refais mon calcul et je me dis combien ça va me donner. Ça va me donner cette fois-ci 5 fois 20 sur 20 plus 1. Donc ça va donner 5 sur... ça va donner 100 sur 21. Si je ne me trompe pas, 100 divisé par 21 et j'obtiens 4,76. Donc 4,76, il serait dans les coins là. Et puis jusqu'à arriver, par exemple, ici j'ai dit 300. Si je calculais ce point-là, eh ben, ça ferait 5 fois 300 sur 1000. Attention, dès qu'on passe dans les ohms, il va falloir tout mettre en ohms, sur 1300. Donc si je fais ce calcul, là cette fois-ci j'ai 5 fois 300 divisé par 1300. Là la tension va descendre. Donc je me trouverai par exemple à 1,15. Donc 1,15, il est environ là. Et on aurait donc une courbe qui se tracerait, qui irait comme ceci. Environ, si vous calculez tous les points au fur et à mesure et que vous remettez tous les points de calcul. Le plus simple, ça serait d'utiliser un Excel et puis de faire ces calculs en rentrant directement les valeurs des résistances dedans et puis de tracer directement la caractéristique. Donc ça, c'était l'exercice sur le capteur de température. Dernier exercice, je crois l'exercice numéro 6 qui aurait pu s'appeler 7, puisqu'il y avait un décalage. On vous explique qu'on a un store à la maison et que ce store, afin de le protéger, on a mis en place dessus un petit appareil, excusez-moi, qui est là, qui s'appelle un anémomètre, qui lui permet donc de mesurer la vitesse du vent afin de le replier s'il y avait vraiment trop de vent pour éviter de détériorer notre store lorsqu'il y a du soleil, mais s'il y a trop de vent, il faut qu'il se replie. Comment est fait le dispositif? Il y a tout un dispositif avec donc une partie lumineuse ici, une LED qui est ici, qui émet sur un transistor, dans lequel passe ici un disque qui a cette forme-là. Ce disque, à chaque fois qu'il passe, soit va passer une encoche, qui va donc empêcher la lumière de passer, on aura un état logique ici. Par contre, quand il va y avoir un trou, la lumière va passer et on aura l'état logique inverse. Donc c'est-à-dire que on vous dit par exemple que si l'axe de rotation des godets, on sait qu'il y a 12 encoches, ça c'est hyper important, 12 encoches sur notre système, et on vous dit que en fonction de la rotation, ici on va avoir 0 ou 1, c'est-à-dire que si la lumière passe, ceci se sature et la tension qui se trouve là vaut 0, donc si on aura 5 volts ici, si la lumière passe, et si la lumière ne passe pas, on aura 0 volts. Donc on a un état binaire, tout ou rien. Une fois qu'on a ça, on vous demande donc, je crois, donc, première chose, alors j'ai dû sélectionner quelque chose, ça c'est pas bien. Je vais essayer de désélectionner, voilà, et de descendre dans le sujet si je peux. Alors là, ça ne veut plus y aller, j'ai dû sélectionner quelque chose. Hop, il faut que je me remette donc en déplacement, je pense. Voilà, je me mets là et je suis en déplacement, voilà. Première chose, on vous donne une caractéristique là, qui est la vitesse de rotation de l'axe sur lequel sont fixés les petits godets et la partie avec les encoches. Et on vous demande de vérifier que l'équation est bien liée par un coefficient qui s'appelle n égale kv et de déterminer k. K étant le coefficient directeur de cette droite. On voit bien que c'est proportionnel, ça passe par 0. Quand v égale 0, on a n égale 0 et qu'il faut simplement déterminer le coefficient directeur. Pour déterminer le coefficient directeur, on doit donc fixer un point ou deux points, calculer un delta, ici ce que j'appellerais delta v. Dans l'autre sens, j'aurai un delta n et k en lui-même
il est égal à delta n sur delta v. Donc ici, je me suis placé de telle sorte que j'ai 1 au niveau de n, 1 tour par seconde, excusez-moi, pour un delta v qui fait 5 mètres par seconde, donc j'ai 1 cinquième, ce qui équivaut à 0,2. Voilà, donc 0,2 correspond à k. Donc on pourrait écrire que n égale 0,2 fois v. Voilà, donc on a répondu à la première question. On vous dit que la tension U de T à l'issue de ce qu'on avait juste avant, alors au-dessus, je reviens au-dessus pour vous montrer, pour vous rappeler que le signal U de T qui est ici, eh ben, quand le vent est en train de faire tourner ces petites coupelles qui sont là, qui entraînent cet axe qui passe devant ceci, eh ben, génère un signal qui est donc, lui, cette fois-ci, toujours carré, dont la période de ce signal varie en fonction de la vitesse. Plus on va aller vite et plus la période sera petite, et moins le vent ira vite, et moins la période sera petite. On identifie la période, elle se trouve de là à là, grand T, la période de U de T, donner la valeur de la période de U de T, donc là elle vaut 40 millisecondes, hein, si je ne me trompe pas. Donner la relation liée entre la vitesse n et la période, la vitesse de rotation. C'est-à-dire qu'on sait que pour faire un tour, il y a 12 périodes, puisqu'il y a 12 encoches. Donc, on voudrait savoir, ça c'est pour faire un tour, qui a 12 périodes, on aimerait bien, nous, savoir la vitesse n en tours. Alors, L qui est en tours par seconde, on aimerait bien savoir le nombre de tours qu'on fait par seconde. Donc il est simple de se dire, il suffit de diviser une seconde par le temps pour faire un tour, qui fait 12 t. Donc la vitesse de rotation est bien proportionnelle à 1 sur 12 t. Enfin pas proportionnelle, on va dire, est égale à 1 sur 12 t. Et on vous demande de montrer que donc la vitesse v du vent peut s'écrire sous la forme 1 sur 12 kt, sachant que nous avions deux relations. Une première relation qui dit que n égale 1 sur 12t, que nous venons de déterminer, et une seconde qui était que n égale k fois v, déterminée au-dessus. Si on égale n, c'est la même valeur, qu'on dit que 1 sur 12t égale à kv, on obtient cette formule-là, en passant donc le k en dessous. Donc si on écrit que kv égale 1 sur 12t, on passe le k de l'autre côté, donc v égale bien 1 sur k, 1 12 kt. C'est bien ce qui est donné ici. En déduire la vitesse du vent. On reprend la formule, tout simple. On se dit que la vitesse c'est 1 sur 12 fois la période, il faut la mettre en secondes, 40 millisecondes, vous aviez trouvé, donc 40 millisecondes, ça donne bien 0,04, multiplié par k, qui vaut 0,2. Donc si on fait ce calcul-là, on devrait obtenir assez rapidement la vitesse du vent, qui sera en mètres par seconde, je pense. Donc si on fait 1 divisé par 12, donc je suis en train de faire le calcul, et j'obtiens... Oula, j'ai dû faire quelque chose qui ne va pas. Je vais refaire, donc je fais 12 fois 0,2 fois 0,4 et je divise tout cela, 1 divisé par tout cela. Donc je fais 1 divisé par 0,096 et j'obtiens 10,4 mètres par seconde. Si je voulais le donner en kilomètres heure,